Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, chère communauté. Alors, vous m'aviez demandé il y a un certain temps que je m'exprime sur un sujet qui est celui de la dépendance affective. Je vous avoue que j'avais pas forcément ni le temps ni l'espace pour pouvoir créer une vidéo bien fournie sur le sujet. Donc, j'ai décidé de m'adresser à quelqu'un qui est expert en la matière et j'ai fait appel à Christina. Bonjour Christina. Eh bien, bonjour André, et merci de me recevoir dans ta communauté et de partager cette vidéo avec les personnes qui t'ont fait cette demande. Merci à toi. Ouais, et puis je suis sûr, en tout cas j'espère, qu'il y en a d'autres qui n'ont pas fait la demande, mais qui vont se reconnaître dans ce que tu vas expliquer. Il y a des grandes chances, je pense, oui. Ouais, mais carrément. Euh, Avant qu'on démarre ici, je te disais que je me demande si à un moment donné dans ma vie, je n'ai pas aussi eu ces caractéristiques spécifiques qu'on peut traverser, vivre quand on est dépendant affectif. Mais peut-être que tu pourrais nous expliquer, avant de nous expliquer ce qu'est la dépendance affective, Christina, plutôt que de te demander qui tu es, d'où tu viens, les trucs un peu classiques, est-ce que tu pourrais juste te présenter en partageant avec nous qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce qui te passionne? Ouais, écoute, c'est ce que je suis en train de faire en cet instant précis. C'est partager justement ce que la vie m'a enseigné à travers justement des blessures qu'on peut vivre, ce qu'on peut voir comme comme des épreuves, comme des difficultés. En fait, transcender tout ça dans le sens où on comprend que ça a un sens dans notre vie. Ça a Hmm. une raison d'être. Moi, je l'ai vraiment identifié de cette manière. Et à partir du moment où on voit les choses de cette manière, on ne voit plus les épreuves, on ne voit plus les situations difficiles de manière négative, si on peut dire. On les voit comme faisant partie du jeu qu'on a à vivre dans cette vie parce que c'est là pour nous permettre de devenir notre meilleure version de nous-mêmes. La vie, je la vois vraiment comme un théâtre qui se joue, tu vois, et on part d'une situation, d'un état d'être, dans l'objectif de nous permettre de nous connaître, de conscientiser qui on est dans le moment. Est-ce que ça nous convient, l'être qu'on est à cet instant-là? Si ça ne nous convient pas, alors qui est-ce que je veux devenir et qu'est-ce que je suis censée faire pour être cette personne-là, pour être ce qui fera de moi une personne heureuse. Et par conséquent, les actions que je vais poser, elles ne vont plus être dispersées dans tous les sens, elles vont être posées dans le sens où je vais être alignée avec qui je suis, avec qui je veux devenir. Mon bonheur, c'est ça, c'est d'être, tu vois, dans l'observation de moi-même, de soi, et d'identifier qui je suis à chaque instant et puis de vérifier si qui je suis, ça convient vraiment, est-ce que ça représente qui je suis réellement ou est-ce que je veux devenir une meilleure version de moi-même. Et c'est comme ça que j'ai découvert que je souffrais de dépendance affective il y a un peu plus de 15 ans en arrière. Ok. Et mon bonheur aujourd'hui, c'est, j'en ai fait ma mission de vie, c'est de transmettre tout ça autour de moi, au plus grand nombre de personnes, parce que j'ai réalisé quand j'ai pris conscience que je souffrais de dépendance affective, que d'un seul coup, en fait, je voyais comme un puzzle, hein, des pièces d'un puzzle qui se mettaient devant moi et tellement le sens était précis, je les voyais toutes s'emboîter les unes à côté des autres et je voyais que tout ce que j'avais vécu dans ma vie avait vraiment eu une raison d'être et c'était là pour me permettre d'aller vers la personne que je voulais être, cette meilleure version de moi-même. Et je voyais autour de moi plein d'autres femmes qui vivaient exactement en fait les mêmes souffrances que moi. Et à un moment donné, ça a été une évidence pour moi que il fallait que je partage mes clés, en fait, les outils que j'avais découverts, qui m'avaient sorti de ma souffrance et qui Mhm. m'avaient appris en fait à accepter tout ce que la vie nous amène à vivre, dans le sens où ça c'est bénéfique pour nous, c'est fait pour nous permettre d'évoluer. Ouais, Donc, c'est c'est ça. ça qui me rend joyeuse, qui fait que chaque matin, même si, comme tout le monde, je suis un être humain, je peux traverser des moments difficiles, des difficultés, mais tous les matins, je me réveille avec un objectif, avec du baume au cœur, parce que je sais pourquoi je suis là, je sais quelle est ma raison d'être, et tous les soirs, je me couche satisfaite de ce que j'ai fait. Ou alors, si je suis pas satisfaite, je sais qu'il y a une raison, je vais vérifier ce que c'est et ça me donne en fait tout le temps la motivation
ben, pour le lendemain me réveiller et continuer à mettre en place ce qui fait que ma vie a un sens et une raison d'être et que j'ai envie de transmettre, tu vois. Ouais, cool. Christina, comment est-ce que ça se définit, la dépendance affective? Comment est-ce qu'on reconnaît ça? Est-ce qu'il y a des signes qui peuvent peut-être nous dire, ah, là, peut-être que je suis concerné? Oui, 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 bien sûr qu'il y a des signes. Alors, une chose que je vais te dire, c'est qu'il n'y a pas un être sur Terre qui ne soit pas dépendant affectif. On est tous des dépendants affectifs. Maintenant, on l'est à des degrés différents. Ce D'accord. qui va faire que ça devient très difficile à vivre, ça peut même devenir pathologique pour certaines personnes hein, quand c'est un degré très élevé. Ben, c'est le fait que la blessure est très développée parce que on a vécu des situations dans notre enfance. En fait, c'est dans l'enfance que la blessure elle est éveillée. Et selon l'interprétation qu'on a donnée à ces situations, euh, ben, plus on va les répéter et plus le degré va être élevé. C'est ça qui fait que le degré est élevé. OK. Alors, on va reconnaître des signes, je vais t'en donner. On peut vivre de la dépendance dans toutes sortes de relations, y compris dans les relations sentimentales, les relations familiales, les relations amicales, les relations parents-enfants, les relations professionnelles. Toute relation, on peut vivre de la dépendance. La dépendance, ça nous met dans un état d'urgence, dans le sens où on est nécessiteux vis-à-vis d'une personne bien définie. Ça peut être plusieurs personnes, mais il y en a pas tant que ça des personnes. C'est une ou deux ou trois personnes bien définies, dans le sens où on est persuadé que notre vie n'a pas de sens sans cette personne dans notre vie. C'est un appui, c'est un soutien pour nous cette personne, et notre vie, comment dire, on est vide sans cette personne-là. On croit qu'on ne peut survivre sans cette personne-là. On ne vit qu'à travers cette personne et la relation qu'on peut avoir avec cette personne-là. Alors, on va le voir de manière très intense dans les relations sentimentales. Mhm. La personne qui a un degré très élevé, dès le début de la rencontre, elle va être dans cet état d'urgence, dans cet état où elle s'attache très rapidement à l'autre et Mhm. elle a des attentes très rapidement. Et également, elle va projeter très rapidement un scénario d'une vie commune, d'une relation qui va aller de l'avant, sans même prendre le temps de connaître l'autre personne, sans même prendre le temps de vérifier si l'autre lui convient. Elle est tout le temps dans l'urgence, dans le sens où elle a besoin de plaire à l'autre, parce que l'autre est comme une sorte de sécurité pour cette personne. Donc, ça va être, on va le voir par exemple dans des attitudes où euh, dès le début de la relation sentimentale, il va y avoir un échange où il y a une complicité qui s'installe très rapidement. Et d'un seul coup, ben, l'autre partenaire va cesser de donner autant de nouvelles, de se manifester autant. Et la personne qui est en dépendance affective, elle va se sentir immédiatement en danger parce qu'elle a peur déjà d'être abandonnée. Donc, OK. peur que la relation s'arrête déjà. Et en fait, souvent, elle met l'autre sur un piédestal et comme elle ne vit et n'existe qu'à travers la relation avec l'autre et qu'à travers l'autre, ben, elle se sent déjà en danger de ne plus exister, tu vois. Mhm. C'est une personne qui plus le degré est élevé et moins elle a la capacité d'exister par elle-même. D'accord. Elle n'est pas capable d'avoir des projets personnels, de s'accomplir par elle-même. Et c'est souvent une personne qui, même si elle a des bonnes idées de projets pour elle, elle va vite les abandonner si elle ne se sent pas soutenue par l'autre. OK. Voilà. Donc, si je comprends bien, euh, il y a des blessures qui sont là, qu'on contracte pendant l'enfance. Tu parlais d'abandon, c'est souvent une blessure d'abandon. Oui, c'est exactement ça. La personne qui est en dépendance affective, c'est une personne qui nourrit la peur d'être abandonnée dès son plus jeune âge. Alors, c'est une blessure qui est éveillée, euh, on peut dire avant même la naissance pour certaines personnes, tu vois, et jusqu'à l'âge de 3 ans. Quand je dis éveillée, ça veut dire que c'est là où l'enfant va vivre les premières expériences, où elle va interpréter ces expériences, ces situations comme, comme comme si elle était en train de courir le risque, le danger d'être abandonnée. Ouais. Ou alors, elle a vraiment vécu une situation où l'un des parents ou des personnes qui s'occupent d'elle a quitté le foyer familial ou est vraiment parti.
Donc, elle l'a vécu comme un abandon. Ça ne veut pas dire que la personne en question l'a abandonnée elle, mais elle le vit comme si elle avait été abandonnée. Du coup, elle va nourrir cette peur d'être à nouveau abandonnée. C'est donc un schéma qui va se répéter au niveau dans son mental et puis dans les situations qu'elle va reproduire par la suite. Par Ok. conséquent, en fait, dans les situations relationnelles, sentimentales, ben, en fait, elle va sans cesse avoir cette peur d'être abandonnée, comme elle s'est sentie abandonnée dans l'enfance. Ou même si ça n'a pas été le cas, ça peut être également le cas où elle avait un parent qui était présent physiquement, mais qui ne l'était pas émotionnellement, affectivement, avec de la tendresse. Et par exemple, qui rentrait très tard le soir, qui a un parent qui se consacrait énormément au travail, qu'elle voyait rarement, qu'elle voyait pas peut-être que le week-end, tu vois. Ouais. C'est une personne qui a pu, dans son interprétation, développer la peur de peut-être un jour être abandonnée par ce parent-là. Ouais. Et donc, cette peur, elle la nourrit dans son mental et elle va sans cesse reproduire, revivre des situations au cours desquelles elle va revivre la même émotion qui a été déclenchée au moment où la blessure a été éveillée. Je précise que dans la majorité des cas, en fait, en règle générale, cette peur, elle est vécue avec le parent du sexe opposé. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui croient que cette blessure, elles l'ont développée avec le parent du même sexe qu'elle, par exemple, une petite fille qui a été abandonnée par la maman, qui s'est séparée de papa, et qui, la petite fille est restée avec papa et la maman est partie. Elle peut être persuadée que sa peur, sa blessure d'abandon, elle a été vécue avec maman, mais en général, c'est pas le cas. Ok. C'est une autre blessure qui est développée. On ne va pas en parler ici parce que c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais vraiment, c'est important de définir que, en général, c'est vécu avec le parent du sexe opposé. Et c'est ce qui Ok. fait qu'on va le vivre souvent dans nos relations avec un partenaire du sexe opposé. Même lorsqu'on est homosexuel, hein, parce que dans les relations homosexuelles, il y a toujours un partenaire qui a un principe féminin ou masculin plus développé et vice-versa. Ouais. Donc, Ouais. si on veut le comprendre aussi dans les relations homosexuelles, il suffit de se demander est-ce que j'ai un principe féminin plus développé ou un principe masculin, et par conséquent, je me considère plus homme ou plus femme, et c'est Ouais. comme ça que je vais pouvoir identifier avec qui ma blessure d'abandon a été éveillée, et par conséquent, je vais la retrouver avec mon partenaire. Ah, super intéressant, Christina. Est-ce que ça peut expliquer que des personnes dans des relations de couple peuvent être tellement attentionnées vis-à-vis de l'autre que finalement cet excès d'attention cache finalement l'envie de combler une sorte de manque d'amour, d'estime à l'intérieur de soi, et donc on va le chercher chez son partenaire pour se remplir C'est finalement ça. de ça. C'est un comportement qui témoigne d'une dépendance. Oui, absolument, absolument, bien évidemment. Alors, c'est plus qu'une envie que l'autre comble notre. En fait, la société entière a été conditionnée à voir la relation amoureuse de cette manière-là. On Hmm. croit qu'aimer, c'est je te donne pour que tu me donnes en retour. Mais Ouais. en réalité, quand je donne de cette manière-là, je ne donne pas de l'amour. Ben Je, oui. je donne quelque chose, je pose un acte, je fais une action, je fais une manifestation peut-être de tendresse, d'affection, mais c'est parce que j'attends en retour que tu me donnes la même chose. Ça, c'est pas de l'amour, ça. Ouais. Ça, ce sont des attentes. Ouais. Et on a ce genre d'attente parce qu'on a de l'attachement. L'attachement, c'est pas de l'amour. Hmm. L'amour, c'est accepter l'autre comme il est, même si ça fait pas mon affaire, même si ça me convient pas, même si je suis pas d'accord. Ouais. Et ça, ce comportement-là, c'est effectivement chercher à combler son vide affectif, hein, qui est nourri depuis mon enfance parce que je ne me suis pas sentie aimée à la hauteur de mes besoins, je ne me suis pas sentie aimée comme j'aurais voulu être aimée, et puis parce que j'ai développé la peur d'être abandonnée. Donc être abandonnée égale courir le risque d'être confrontée à un vide, à une insécurité, à la situation où je n'ai plus d'appui, je n'ai plus de soutien, puis confrontée à de l'inconnu que je ne maîtrise pas parce que je ne sais pas ce qui peut m'arriver. Donc oui, par conséquent, beaucoup de personnes vont vivre des relations où je te donne, mais c'est parce que j'attends en retour que tu me donnes également. Et souvent, Ouais. ça se vit dans l'inconscience. Parce que on estime que c'est normal dans le couple. Voilà, je vais faire des efforts, je vais faire des concessions
parce que c'est ce que j'ai appris, pour que la relation de couple fonctionne, il faut faire des efforts, des concessions. Or, quand on fait ça, on n'est déjà pas soi-même. On n'est pas vrai. Ouais. On est en train de faire quelque chose dans le forcing. Et ça veut dire qu'on n'en a pas forcément envie. On le fait parce que on croit que c'est comme ça qu'on obtient en retour ce qui nous manque à nous. Et parfois, on est frustré et déçu. Pourquoi? D'abord parce qu'on n'a pas identifié nos attentes, on n'a pas identifié pourquoi on a donné à l'autre, et parce qu'en fait, on croit que c'est tout à fait normal que l'autre nous donne en retour, et quand l'autre ne donne pas en retour ce qu'on attend, eh ben là, on est effectivement frustré, on est déçu, et on trouve pas ça normal, et c'est là que les conflits commencent. En fait, il n'y a eu aucun dialogue, aucune communication vraie, en tout cas avec l'autre, parce que soi-même, on n'était même pas conscient, et puis on savait même pas que pour qu'on puisse espérer déjà que l'autre nous donne en retour, il faut déjà avoir l'honnêteté de dire à l'autre, voilà, je fais ça pour toi, mais c'est parce qu'en fait, j'attends en retour que tu me donnes ça. Et tu vois, la société nous a conditionnés à fonctionner de cette manière. S'il t'aime, si l'autre t'aime, bah, il doit te donner le retour, celui que tu attends. En plus, il doit deviner ce que tu attends, tu vois. Non, mais c'est vrai. Oui, mais finalement, je crois que beaucoup projettent des images du couple, de l'amour, et finalement, on s'attend à se dire, oui, mais si l'autre, c'est la bonne personne, elle saura deviner mes besoins, elle saura les combler sans même que je lui exprime, tu vois. Mais finalement, c'est comme une image qui a été créée autour de tout ça. Est-ce qu'on pourrait aussi, Christina, il y a aussi beaucoup de personnes qui sont en couple et qui sont pas bien, qui sont pas heureux, qui sont pas bien. Il y a vraiment parfois même des situations de couple assez compliquées avec de la violence verbale, même physique, et on voit ces personnes malgré tout rester ensemble. Est-ce que ça pourrait aussi s'exprimer à travers de la dépendance affective, de se dire, si je mets fin, je vais devoir faire face à ces blessures d'abandon, au fait d'être seul, au fait de… Et donc, même si c'est inconfortable d'être ensemble, je préfère le rester pour ne pas… Est-ce qu'il y aurait quelque chose aussi là? Ah, mais complètement, mais tu l'as très bien décrit. Alors ça, c'est quelque chose que moi, j'ai vécu dans ma toute première relation sentimentale. Je l'ai vécu pendant 16 ans. Ok. Il peut y C'est comme ça que avoir… tu t'es rendu compte que Oui, c'est grâce à cette relation que j'ai découvert que je souffrais de dépendance affective. Ah, Et je vivais exactement la situation que tu viens de décrire. Évidemment, on peut être dans une zone on peut être dans une situation qui est inconfortable, mais on est dans une zone de confort. Parce que, bien que ce soit inconfortable, on connaît cette situation-là. Et si effectivement on prend le risque d'écouter nos besoins, ne serait-ce que d'écouter, déjà, pour en prendre conscience, ce qui arrive rarement. Quand on en arrive là, c'est on n'en peut plus de vivre cette situation. Donc, si on prenait le risque d'écouter nos besoins, effectivement, ben, on finirait par avoir la réponse qu'on n'est plus bien dans cette situation et que si on veut être bien avec soi-même, peut-être que la solution, c'est d'accepter de quitter cette relation-là. okay. Mais accepter de quitter cette relation va nous confronter effectivement à la peur donc, de l'abandon et à la peur de toute l'insécurité dont je viens de te parler, qui est illusoire aujourd'hui. Moi, je peux l'affirmer. À l'époque, j'étais comme toutes ces personnes qui peuvent être dans ce genre de situation. On est convaincu que la sécurité, elle est dans la relation, même si c'est inconfortable. Alors souvent, dans ce genre de situation, ce qu'on cherche, c'est à changer l'autre. C'est ce qui nous arrangerait bien, c'est que l'autre, il change pour que nous, on soit bien. Oui, comme ça, la sécurité continue. Voilà, c'est ça, okay. c'est ça. Donc, ça arrangerait bien nos affaires que l'autre, il s'adapte, il change pour que nous, on se sente confortable et qu'on soit bien dans la relation. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça, parce que si tu veux grandir, en fait, c'est pas l'autre qui a besoin de changer. C'est que quand tu es mal dans une situation, l'autre, de toute façon, tu n'as jamais le pouvoir de changer l'autre. Si tu crois que tu as le pouvoir de changer l'autre, c'est une illusion. Il se peut que l'autre, il change temporairement, mais c'est parce qu'il y trouve aussi son compte et que lui aussi, il peut avoir des attentes. Mais chasser le naturel, il revient au galop. Au bout d'un certain temps, il redevient pareil, tu vois. Ouais. Pourquoi? Parce que une personne ne change que si elle prend la décision de changer. Par conséquent, qu'on ait de l'influence ou pas sur les autres, on n'a pas le pouvoir de changer véritablement l'autre. L'autre ne change que parce que il le décide par lui-même, tu vois. Ouais. Donc, dans ce genre de situation, oui, bien sûr, mais il peut y avoir un autre type de dépendance également,
qui est étroitement liée à la dépendance affective, c'est la dépendance financière. Et c'est une dépendance que je constate que j'ai moi-même vécue et je la retrouve dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas chez les femmes notamment, tu vois. Ok. Une femme peut en être arrivée à un stade où elle a vraiment pris conscience qu'elle n'a plus de sentiments pour son partenaire, mais comme elle dépend de lui financièrement, ben, elle va se complaire dans cette situation malgré le fait qu'elle soit en souffrance et qu'elle ne soit pas épanouie, parce que en fait, elle n'a pas envie de se poser plus de questions ni de chercher des solutions à son problème financier et qui l'amènerait à grandir si elle se donnait le droit en fait de se poser des questions là-dessus et puis d'oser commencer à poser des actions pour trouver sa liberté. Ben, par rapport, si on prend par exemple ton expérience, tu vis une relation de 16 ans, manifestement de ce que tu partages, il y avait une certaine forme de violence dans cette relation. Euh, qu'est-ce que tu as dû faire, toi, pour pouvoir poser ces actions-là? Qu'est-ce que tu as fait en premier? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Ben, écoute, en fait, pendant 14 ans, je n'ai rien fait si ce n'est, j'ai essayé une première fois de partir, mais j'étais pas prête, hein, j'avais pas la force. Et de toute façon, j'étais pas consciente à ce moment-là. Moi, je croyais que ce que je vivais, il n'y avait pas de solution. Et je le dis parce que je sais que beaucoup de femmes vont se reconnaître dans ce que je suis en train de dire. Donc, surtout déculpabiliser. Hein. Si vous écoutez ça et que vous vous reconnaissez dans mes propos, le plus important à ce stade-là, c'est de ne pas vous sentir coupable. Parce que beaucoup de femmes qui restent dans une situation où elles vivent effectivement de la violence, une situation vraiment délicate, elles cautionnent, on accepte parce qu'on ne connaît pas d'autre manière de fonctionner, parce qu'on croit également que quand tu t'engages, c'est pour la vie. Il y a encore beaucoup de personnes qui croient ça. Oui, une notion de loyauté, C'est même ça, si… et puis ça peut être conditionné également par ta culture, par ta religion, par l'éducation que tu as reçue, tu vois. Il peut y avoir plusieurs facteurs qui te maintiennent dans cette prison dorée en quelque sorte. Ouais. Pour la plupart des personnes qui vivent ça, c'est vrai que je parle souvent des femmes, il y a des hommes aussi qui le vivent, qui ont moins le courage de l'exposer. Aujourd'hui, la femme, elle en parle plus facilement, même si c'est pas encore évident pour tout le monde. Ben, la première chose à savoir, c'est qu'effectivement, on va vivre ça aussi longtemps qu'on en a la capacité. Parce que, et on n'a pas les réponses qui nous viennent du style tu mérites mieux que ça et tu mérites d'être libre et d'avoir une belle vie. Ces réponses ne viennent pas tant qu'on n'est pas prêt à les recevoir. Ça veut dire quoi être prêt à les recevoir? Ça veut dire qu'en fait, au moment où ces réponses se présentent à nous, ben, la vie t'invite à cesser de faire la victime et à te responsabiliser. Ça veut dire que là, tu réalises que si tu as vécu ça jusqu'à présent, c'est parce qu'une partie de toi l'a cautionné. Une partie de toi en est responsable. Je ne suis pas en train de dire que les femmes adorent prendre des coups. Non. Je vois très bien ce que tu veux dire. Oui, mais je sais que beaucoup de personnes peuvent interpréter ça, tu vois. Non, mais je suis très content que tu l'exprimes aussi, le fait de prendre sa part de responsabilité, parce que tant qu'on ne le fait pas, si on considère que le problème est extérieur à nous, ben, on ne va jamais chercher la solution en soi. En fait. C'est ça. Donc, c'est ce que je dis. En fait, la réponse te vient quand tu es effectivement prêt à prendre ta responsabilité et à cesser de faire la victime. Okay. Mais ça sous-entend quoi quand on en arrive à ce stade? Ça sous-entend que si tu veux que ta vie change, ben, c'est toi qui dois changer. Tu ne dois pas attendre que l'autre change parce que tu risques d'attendre jusqu'à la fin de tes jours et rien n'aura changé. Donc, ça veut dire qu'en fait, se responsabiliser veut dire accepter que jusqu'à présent, j'ai cautionné cette attitude, ce comportement sur moi parce que je ne savais pas faire autrement. Mais qu'à partir d'aujourd'hui, je cesse de faire la victime, je cesse d'accuser l'autre, de porter toute la responsabilité sur l'autre. Je cesse en fait de cautionner, d'accepter l'abus sur moi et je vais poser l'action malgré mes peurs, malgré l'inconfort, je vais poser les actions qui vont me libérer. Par conséquent, je vais être confrontée à de l'inconnu forcément. Je vais sortir de ma zone de confort. Ben, c'est ce qui m'est arrivé moi, tu vois. Il y a, je compte même plus les années maintenant. Hein. Ça s'est passé en 2002, donc. Et j'ai remarqué, alors c'est peut-être pas forcément le cas pour tout le monde, mais en tout cas, je l'observe chez toutes les personnes que j'accompagne. En règle générale, c'est ça. Qu'est-ce qui nous amène à arriver à ce stade? C'est quand on a vraiment touché le fond.
C'est Ouais, quand il y a une sorte de point de non-retour qui… c'est ça. Ouais. C'est ça. Quand tu ne vois plus quand tu as tout essayé, quand tu as l'impression d'avoir tout essayé, d'avoir tout tenté, tout ce qui était en ton pouvoir, et que malgré ça, tu es à un point où ta souffrance est extrême. Elle n'a jamais été aussi violente qu'à ce moment-là. En fait, tu te fais violence à toi-même. C'est là où, en fait, tu es ouvert, en quelque sorte, à avoir une réponse qui te vienne, peu importe d'où elle vient, mais quelque chose de différent de tout ce que tu as vécu jusqu'à présent. Ok. Et j'appelle ça souvent, je l'appelle un miracle. Le miracle arrive quand tu es prêt à l'accueillir. Hein. Ouais. Alors, ça ne veut pas dire que tout va être beau, tout va être magnifique par la suite, mais c'est là où l'aventure commence. Le voyage, le vrai voyage commence à partir de ce moment-là. Et quand ce voyage-là commence, Christina, qu'est-ce que tu parlais d'action, de choses à faire? Par quoi on commence? Ben, écoute, moi j'ai commencé, je vais te dire par quoi moi j'ai commencé. Ouais. J'ai commencé grâce à la lecture d'un livre qui m'a été proposé par une amie à cette époque-là, à mettre de l'ordre dans mes idées, déjà, Ok. à prendre conscience. Déjà, ça m'a permis de prendre conscience que tout ce que j'avais vécu dans ma vie était le copier-coller de la relation de mes parents. Hmm. Ça a été très difficile à accepter, la Et première ça, chose. tu l'as conscientisé à travers cette lecture. Oui. Ok. C'était quoi le livre? Ça a été une révélation extraordinaire. Alors, toi, tu connais pas, mais les personnes qui me connaissent, elles l'ont déjà tout entendu parce que j'ai écrit 2 livres et j'en parle dans mon premier livre. C'est le Ah, livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. ah, mais oui. J'ai Vraiment, je conseille ce livre à tout le monde parce que ce livre est extraordinaire et cette femme est extraordinaire. J'ai beaucoup, beaucoup d'admiration pour cette femme parce que je peux vraiment dire que c'est le livre qui m'a permis de prendre conscience de qui j'étais vraiment en fait. Hmm. Et que la raison pour laquelle j'étais en souffrance pendant toutes ces années, c'est parce que j'étais inconsciente de moi-même. J'étais inconsciente de qui j'étais. J'avais fonctionné jusque-là uniquement à travers une recette qui m'avait été donnée, hein, c'est-à-dire l'éducation que j'avais reçue, la culture dans laquelle j'avais grandi, Ouais. la religion qui m'avait façonnée. Et je croyais que c'était normal de vivre comme ça. Ben, en réalité, grâce à ce livre, j'ai pu découvrir que la raison pour laquelle je souffrais, c'est parce que j'étais totalement à l'opposé de la personne que je suis en réalité. Ouais. Tu vois, Ouais. Ouais. je me suis découverte à partir de ce moment-là. Donc, en fait, je me suis prise de passion par l'analyse. Ça a été extraordinaire d'analyser ma propre vie, Donc, de t'observer de finalement. m'observer, Ouais. effectivement, Ok. et de comprendre à quel point j'avais moi-même créé tout ce qui m'était arrivé dans ma vie. Parce qu'on crée tout, toute notre vie, on la crée. C'est nous qui la créons, à partir de Ouais. nos pensées, à partir de nos paroles, à partir de nos actes, de notre vibration intérieure. Je trouve que ça, c'est quelque chose que ce serait génial si on l'apprenait au plus jeune âge, quoi. Hmm, Parce que carrément. rien que ça nous permet de savoir qu'on a le pouvoir, on a le pouvoir quand il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie, ben, d'identifier comment est-ce qu'on l'a créé. Et puis, on a les clés à partir de ces informations pour pouvoir transformer ce qui ne nous convient pas. Parce que euh, c'est pas un blâme hein, quand ça ne nous convient pas. C'est juste qu'on a besoin de faire cette expérience pour identifier qui on est dans l'instant présent et pour définir qui on est avec ce qu'on est en train de vivre là dans cet instant présent et pour définir qui on veut devenir. Ah, Et mais à partir de là, c'est nous qui créons, tu vois. On crée dans l'inconscience ou dans la conscience. ouais, tu sais que ça me fait penser à un truc, Christina, parce que j'ai interviewé Lise Bourbeau il n'y a pas très longtemps, hein, et je lui demandais si qu'est-ce qu'elle transmettrait de tout ce qu'elle a écrit, tout ce qu'elle a fait, parce que c'est juste incroyable, hein, son Oui, œuvre est juste incroyable. exactement. Quel serait son message en quelques secondes? Et tu sais ce qu'elle m'a répondu? Je t'en parle parce que je suis sûr que tu as été vers ce genre de solution pour toi. Elle m'a dit deux mots seulement. Un, l'amour, et d'abord l'amour de soi, Voilà. et deux, l'action, Voilà. de mettre tout ça en mouvement. Et j'imagine que
quand tu as conscientisé tout ça, quand tu as pris la responsabilité, quand tu as fait ce genre de lecture, tu as dû aller vers… Est-ce que tu as été vers des mécanismes pour t'aimer plus comme t'es? Tu vois ce que je veux dire? Mais Pour immédiatement, immédiatement. immédiatement. Tu faisais quoi? Ah, mais la première chose qui m'est venue à l'esprit, enfin que j'ai immédiatement identifié, c'est que je ne m'aimais pas. Ok, Et que la raison pour laquelle je souffrais, c'était simplement parce que je ne m'aimais pas. ok. Donc, eh ben, les actions que j'ai posées, en fait, euh, ça a commencé à être des actions qui étaient totalement l'opposé des actions que j'avais posées jusqu'à présent. Par conséquent, j'ai déstabilisé tout mon entourage, en fait. Hmm, Ben, parce que d'un seul coup, ben, je n'étais plus la même personne. hmm, Mais c'est sûr qu'en fait, quand tu prends conscience de qui tu es, tu commences immédiatement à te donner de l'amour. Et c'est moi, quand j'ai commencé en fait à me donner de l'amour, tu vois, c'est devenu quelque chose qui c'est là où j'ai réalisé que j'étais assoiffée d'amour pour moi-même. ok. Donc tout ce que je faisais, je ne me posais plus qu'une seule question. À chaque fois que je me posais la question, est-ce que ça c'est bon pour moi, est-ce que ça je le fais ou pas, la première question que je me posais, et je vous invite tous à vous poser cette question à chaque fois que vous doutez sur une action à poser. Est-ce que je le fais par amour pour moi-même? En Hmm, premier. Mais pourquoi je ne le faisais pas avant? Parce que moi, cette notion, pour moi, ça sous-entendait être égoïste. ouais. Et être égoïste, ça sous-entendait tu es une mauvaise personne et tu vas à l'encontre de l'éducation qui t'a été donnée. Hmm, Et tu trahis tes valeurs alors que ce n'était pas mes valeurs. En fait, j'ai réalisé que justement, tout ce temps-là, j'avais trahi mes valeurs. Donc, depuis cette époque-là, depuis le jour où j'ai lu ce livre, la seule question que je me pose quand je me demande, je le fais ou je le fais pas, c'est est-ce que par amour pour moi-même, je pose cette action-là? Est-ce que je le fais? En fait, c'est simple. Dès que j'ai un doute sur l'action à poser, quand tu te poses la question est-ce que je le fais par amour pour moi-même, tu n'as que deux solutions. Soit tu le fais par amour pour toi, soit tu le fais parce que tu es motivé par une peur. Donc, si tu es motivé par une peur, forcément, tu ne le fais pas par amour pour toi. Ouais. Tu vois? Ouais, Donc, cool. donc, la raison, elle est simple. Ça ne veut pas dire que c'est facile de poser l'action par amour pour soi. Hein. Ah, Parce ça que demande du courage. Ça demande du courage. Et tu sais, Christina, je lisais un bouquin récemment qui disait, tu, tu sais, l'origine du mot courage, il y a le mot corps qui veut dire cœur. Hmm. Et donc, finalement, ça répond totalement à ce que tu nous partages, que quand on le fait par amour pour soi, même si ça demande du courage, le cœur, il va te dire merci derrière. Exactement, c'est exactement ça. Alors, tu vois, quand je l'explique, quand on en parle, pour les gens qui nous écoutent, qui n'ont pas encore vécu cette expérience, je le dis tout le temps, c'est qu'un concept. Vous ne pourrez pas le savoir à moins de l'avoir expérimenté. Et Mm. effectivement, ce que l'expérience m'a démontré, c'est qu'à partir du moment où j'ai commencé à poser toutes les actions que je posais par amour pour moi, évidemment, je courais un risque, c'était de déplaire. Mm. Mais j'ai découvert une chose extraordinaire, c'est qu'en déplaisant aux autres, je me plaisais à moi. Et qu'en me plaisant à moi, ben, je n'avais plus la souffrance que j'avais avant quand je posais des actions pour vouloir plaire aux autres. Ouais, c'est ça. Parce que, en fait, j'avais appliqué tout ce qui m'avait été enseigné. Je faisais tout dans le but de plaire aux autres, d'être gentil pour les autres. Et moi, je m'étais complètement oubliée. Et en fait, j'étais tout le temps en souffrance parce que soit j'étais frustrée, soit j'étais déçue. Je n'obtenais pas ce que je croyais que je pouvais obtenir en retour quand j'étais gentille, quand je faisais tout pour les autres. Et puis, j'ai réalisé qu'en fait, plus je faisais tout ce que je faisais par amour pour moi, et moins j'étais dépendante des autres. Et par Carrément. conséquent, il n'y avait plus ni de déception, ni de frustration, parce qu'en fait, je me nourrissais par moi-même. Oui, puis comme on parle de relations, finalement, tu attires les personnes qui sont bonnes pour toi. Christina, tu as partagé vraiment des pépites, hein, et je te remercie. Je sais que au-delà de ton parcours, ce que tu as vécu personnellement, tu as décidé, tu l'as dit en début d'entretien, d'accompagner des gens, de transmettre dans tout ça. Comment ça s'articule tout ça? Je sais que tu as mis un programme
d'accompagnement en ligne en place? Est-ce qu'il y a d'autres services? Est-ce que tu peux Oui, je peux t'en parler. Alors, tu sais, moi, j'ai pris la décision dès le départ de ne pas passer ma vie enfermée dans un cabinet où je reçois du matin au soir. C'est pas moi. J'adore ça, recevoir les personnes. J'adore le contact avec les personnes que j'accompagne. C'est un cadeau pour moi. Mais je sais que je ne donnerais pas du travail de qualité si je le faisais de cette manière. Donc, moi, je consulte 3 jours par semaine, 3 après-midi par semaine. Okay. Les matins, c'est pour moi. Ce que j'enseigne, je le pratique d'abord moi, tu vois. Le matin, je me nourris. J'ai besoin de me nourrir, j'ai besoin de me donner de l'amour. Donc, je suis souvent disponible pour ma clientèle que l'après-midi. Okay. Donc, j'ai mis en place effectivement les consultations que je fais 3 fois par semaine. Je le fais par Skype et je fais également en cabinet à Paris. Sur Paris. Okay. Et j'ai créé des programmes. J'ai créé notamment un programme qui traite la dépendance de A à Z, où je vous enseigne vraiment comment vous en êtes arrivé à être dépendant, pourquoi est-ce que vous êtes dépendant, quel est le lien avec votre histoire familiale, quel est le sens que ça a dans votre vie, comment vous avez appris à fonctionner dans vos relations, qu'est-ce que ces relations sont venues vous enseigner, comment ces relations sont un cadeau parce qu'elles viennent vraiment vous enseigner des tas de choses à propos de vous-même. On peut se connaître. Pour moi, le meilleur moyen et le moyen le plus efficace d'apprendre à se connaître, c'est en le faisant à travers la relation. C'est grâce à la relation qu'on peut se connaître, tu vois. Donc, j'enseigne tout ça et puis je vous enseigne à développer une nouvelle vision de la relation et à prendre conscience que votre souffrance est le résultat de votre interprétation et que l'amour dont vous avez besoin, il ne provient pas de l'autre, il est en nous. Sauf qu'on s'en est déconnecté parce qu'à force de vouloir plaire à l'autre, on est devenu un être vide. On est devenu vide parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a cessé de s'aimer. On s'est désaimé au fur et à mesure qu'on a tout fait dans le but d'être aimé par les autres. Ouais. Alors, on a besoin d'apprendre à se réaimer. Donc, dans ce programme, j'enseigne tout ça. Et une fois qu'on apprend à se réaimer, en fait, on peut vivre n'importe quelle situation, y compris la situation de célibat, et on se sent en sécurité. D'ailleurs, la vraie sécurité, elle n'est pas avec quelqu'un, elle n'est pas dans la relation avec l'autre. La vraie sécurité, elle est avec soi-même. C'est-à-dire que, naturellement, nous ne dépendons de personne en particulier pour exister. J'aime bien ce paradoxe qui dit que tu n'es personne sans l'autre et en même temps, tu n'as besoin de personne en particulier pour exister. Parce que le dépendant affectif, c'est qu'il est persuadé qu'il a besoin, qu'il est nécessiteux vis-à-vis de cette personne en particulier pour exister. C'est pas le cas. Alors, en fait, en tant qu'humains, oui, nous sommes faits pour cohabiter, coexister, partager les uns avec les autres, mais pas nécessairement avec une personne bien définie. Parce que parfois, la vie t'envoie une personne en particulier pour que tu puisses identifier que c'est pas cette personne qui te correspond. Et donc, d'apprendre le détachement, de la laisser partir pour créer de la place, libérer de la place pour les personnes qui sont bénéfiques pour toi. Tout ça, je l'enseigne, tu vois, dans ce programme-là. Et c'est ce qui nous amène en fait à apprendre l'autonomie et à être disponible, disposé, laisser la porte ouverte à accueillir les personnes qui sont bénéfiques pour nous. On attire toujours notre miroir. Ça, c'est une grande leçon que Lise Bourbeau m'a enseignée, tu vois. Et je le vérifie à chaque fois. Donc, si on travaille sur soi, si on apprend à s'aimer, si on apprend à se construire, si on apprend à s'accomplir par soi-même, on devient un être autonome, on devient un être épanoui. Par conséquent, on ne peut qu'attirer des personnes qui sont dans le même état d'esprit que nous. Tu vois ? Carrément. Donc, en fait, c'est un accompagnement pour être heureux seul et en couple. Oui, tu peux pas être heureux en couple si t'as pas… Enfin, ma conviction, c'est celle-là. Tu ne peux pas être heureux en couple si t'as pas d'abord appris à être heureux tout seul. Puis une chose importante, il y a beaucoup de personnes, quand elles m'entendent parler de cet apprentissage d'être heureux seul, immédiatement, il y a la peur là, de l'abandon qui tire la sonnette d'alarme. Parce que dans leur mental, elles associent ça à rester seules toute leur vie. Mais même si une personne décide par la suite de rester seule, c'est-à-dire de ne pas retourner en relation de couple, elle le fera par choix conscient. Ouais. Et donc, elle se sentira bien dans son célibat. Mais encore une fois, c'est vraiment important que les gens
prennent conscience que dans la vie, tout est temporaire. Il n'y a rien qui dure, y compris la phase de célibat. On a peut-être besoin, quand on est dans une dépendance affective qui est à un degré de souffrance extrême, d'accepter une phase de célibat temporaire pour apprendre à se retrouver avec soi-même, pour apprendre à construire une relation saine avec soi-même, parce que c'est ça qui va nous permettre ensuite d'être disposés à rencontrer quelqu'un de bienveillant, quelqu'un avec qui on va pouvoir construire une relation saine. Mais d'abord, il faut le faire avec soi-même. Donc, ne pas oublier que tout est temporaire dans la vie. Ouais, merci pour ce mot de la fin. On va mettre le lien sous la vidéo du programme dont tu Avec parles. plaisir. Est-ce que tu as aussi un lien vers un site internet, Christine? Oui, bien sûr. On le mentionnera également. Mon site internet s'appelle magneticobonheur.com. Ah ouais. Mais si on met mon nom sur internet, sur Google, Christina Marquez, on me trouvera sans problème. On trouve aussi tes livres. Tu parlais de livres que tu as écrits. J'ai écrit 2 livres, Confidence d'une ancienne dépendante affective, Confidence d'une célibataire épanouie. Vous les trouvez en librairie, sur Amazon, sur la Fnac. J'ai ma chaîne YouTube également. Vous me trouvez dans les réseaux sociaux tout simplement. On pourra mettre tous les liens, le lien Facebook, le lien Instagram, voilà. Ok, et donc, petite question qui me traverse l'esprit, je me dis, c'est peut-être le cas, c'est peut-être aussi le cas de personnes qui vont nous écouter. Là, Christina, tu es une célibataire épanouie ou tu es une femme en couple épanouie? Je suis une célibataire épanouie. D'accord, félicitations. Voilà. En cet instant précis, je suis une célibataire épanouie. D'accord, super. Merci parce que je suis sûr que ton parcours peut vraiment inspirer des femmes, mais aussi des hommes qui traversent ce genre de difficultés à se dire, il y a une solution, il y a quelqu'un qui est arrivé, qui tend aussi la main. Hein. Moi, j'adore ça. J'explique souvent que je suis coach et conférencier dans le domaine du développement personnel, mais surtout du développement altruiste. C'est-à-dire que quand on grandit soi-même, après, c'est naturel de tendre sa main pour aider les autres à faire pareil. Ça fait partie de cela. Donc, bravo à toi. Merci pour la générosité de tes propos. Avec grand plaisir. Je suis d'accord avec toi. Quand on a trouvé effectivement cet épanouissement, si on ne le partageait pas, il s'éteindrait en fait. Enfin, la vie me l'a démontré. La raison pour laquelle je le partage, je pense que ce n'est pas un hasard si c'est devenu ma mission de vie. C'est parce qu'effectivement, il se décuple quand je le partage, tu vois. Mon bonheur ne fait que grandir parce que c'est un cercle vertueux en fait. Ouais, c'est ça. Donc, ça ne me viendrait même pas à l'esprit de le garder pour moi. Ouais, parce qu'il s'éteindrait. Donc, mon leitmotiv, c'est vraiment de le partager au plus grand nombre de personnes. Puis à celles qui sont prêtes à l'accueillir, bien évidemment. Mais oui, complètement. Bon, merci beaucoup, Christina. Avec grand plaisir, André. C'était un vrai bonheur de partager cette interview avec toi. Voilà. Ouais. J'espère que ça va inspirer plein de personnes. J'espère aussi. À bientôt. Et puis, n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu. Mettez un commentaire. Allez voir l'accompagnement qui est proposé par Christina. Et puis, si vous ne vous sentez pas totalement concerné, il y a peut-être une personne que vous avez dit « Ah, tel ami, tel frère, telle sœur est exactement dans ce cas-là. Envoyez-lui la vidéo. » Ce sera une bonne façon de passer le témoin et de transmettre aussi à votre tour. Merci, Christina. À bientôt, tout le monde. Merci, à bientôt, avec plaisir.